Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, on a deux choses qui marquent un petit peu, on va dire le paysage de Wall Street. On a le personnage de Big Short qui est en train de passer à personnage de Big Fail, le gros échec, parce qu'il est en train de fermer son fonds. Donc je vais vous parler de Michael Burry et de ce qui est en train de se passer pour lui en ce moment. Ça repose sur le fait d'être un perma-bear, quelqu'un qui voit toujours le catastrophisme en permanence sur les marchés financiers. Eh bien voilà, ça amène à ce genre de catastrophe. De temps en temps, ça paye, mais la plupart du temps, ça ne paye pas. Le BTC, le Bitcoin, est sur une zone absolument charnière. Certains m'appellent, moi, le perma-bull. Absolument pas, je ne suis pas perma-bull. Là, vous allez voir que le BTC est sur un niveau où si on commence à évoluer en dessous de ce niveau-là, je vais commencer à passer neutre, voire baissier. Mais tant que ce niveau tient, je reste sur ma vision haussière. Et ça, c'est pas parce que j'ai été câblé dans ma tête avec un truc qui me dit non, tu ne verras que les marchés monter. Non, c'est parce que j'ai une vision pour déterminer si un cycle est haussier, en range ou baissier. Et actuellement, il est sur le bas, sur la tangente du cycle qui reste haussier. Donc c'est ça qui permet de ne pas se faire squeezer sur une vision des choses, mais de faire évoluer sa vision des choses en fonction de comment les cycles se déclinent. Et ça, c'est pour faire encore une fois opposition à ce que Michael Burry est en train de vivre avec la fermeture de son fonds Scion Capital. Donc bref, je vous explique tout ça en vidéo, vous allez voir, c'est assez intéressant. Analyse du BTC, le BTC est sur la tangente, on est, ça y est, sur le support, donc vraiment sur le bas de ce canal haussier. Donc là, ça va être entre guillemets, l'épreuve du feu. Est-ce que le BTC va commencer à évoluer en dessous de ce canal? À savoir, est-ce qu'on va vraiment partir sur une logique de on rentre dans un grand marché de range qui pourrait se transformer en un bear market? Donc ça voudrait dire qu'on a quelque chose comme ceci. Donc on vient tester le support ici. Là, on effondre comme ça le BTC d'ici la fin de l'année 2026, la fin de l'année 2025. On rebondit et on recasse. Et là, c'est le bear market. Ou est-ce qu'on est là sur l'excès baissier à court terme et on peut enfin rebondir et continuer tranquillement notre ascension en termes de bull market. Donc, là, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Madame Irma, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, elle a quitté le groupe WhatsApp. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour le moment, tant que cette histoire de canal haussier tient, je garde cette vision haussière. Donc là, on est vraiment sur la zone où si on passe en dessous de cette zone et on évolue en dessous, mon mindset va changer, ma vision du cycle sur le BTC va changer. Mais tant qu'on reste au-dessus, je reste sur cette logique de on est dans un canal haussier et le scénario à privilégier, hop, c'est un rebond et la continuation. Donc pour le moment, moi je reste haussier tant que ce canal là tient. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Donc l'Ether, idem, hein, on est sur les ATH, faut monter très fort sur les ATH, on a besoin de consolider. Cette consolidation va potentiellement se faire dans un grand triangle chartiste que je vous ai dessiné en bleu ou en vert pour ceux qui préfèrent la visualisation du cycle avec les droites vertes. On est dans un grand canal haussier en pointillé, on va du bas potentiellement vers le haut et on est dans une correction intermédiaire au milieu de ce grand canal haussier en pointillé. Sur le XRP, lui, cette semaine n'a pas beaucoup bougé. On est toujours dans cette logique on a fait un petit double creux dans une grande consolidation. On voit qu'on est sur un grand triangle chartiste ici. On a fait le premier creux. Là, on sera en train de faire le deuxième creux. Il va falloir qu'on rebondisse et que la volatilité se tasse. Encore une fois, on est sur les ATH. Donc, cette grande pattern de consolidation est plus que saine. Surtout qu'on a fortement monté ici au préalable pour libérer la première phase du potentiel de hausse de ce grand triangle chartiste. Donc l'idée, voilà, la visualisation que j'ai en tête, c'est ça. Tant que ce triangle ici est en construction et ne casse pas vers le sud.
Allez, cette semaine, dans les petits potins de Wall Street, on a Michael Burry, donc l'héroïne du film de Big Short, hein, le film, regardez-le, hein, il a été inspiré par ce trader. C'est un trader qui a un perma-bear, il est toujours en train d'essayer de jouer les effondrements de marché. Donc quand c'est pas le BTC, quand c'est pas les subprimes, c'est l'or, c'est les valeurs technologiques, c'est les valeurs de l'IA. Il a toujours un scénario dans sa tête où il voit les choses s'effondrer. Et actuellement, bah là, c'est son fonds qui s'effondre pour le coup, puisque à force d'essayer de toujours shorter des choses qui ne font que monter jusqu'au ciel, à un moment donné, voilà, ça marche une fois sur 10, mais les 9 fois sur 10 où ça n'a pas marché, ça finit par peser lourd. Donc, allez regarder ce film, ça va vous permettre de voir qui est ce trader, quelle est sa philosophie. Et ensuite, voilà, je voulais vous montrer la petite lettre, je vais vous la mettre, qu'il a envoyée à ses investisseurs. Donc lettre datée du 27 octobre, mais elle a commencé à tourner sur les réseaux sociaux cette semaine. Et donc en gros, alors j'ai demandé à l'IA de me faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour pas être on va dire dans la fake news. Michael Burry a officiellement annoncé la fermeture et la liquidation de Cion Asset Management en octobre 2025. Il explique dans sa lettre aux investisseurs que les marchés ne reflètent plus la valeur des titres selon ses critères. Donc ces critères étant que tout est toujours surévalué. Ce qui motive son départ. Plusieurs médias confirment la liquidité et la fermeture du fonds à cette date. Contexte et réaction. Cette démarche de Burry rappelle celle qui a suivi la crise des subprimes en 2008, marquant une nouvelle fois son retrait du marché dans une période de valorisation extrême et de bulles sectorielles, selon son analyse. Donc en gros, tant que les marchés s'effondrent, il arrive à générer de la plus-value, mais comme les marchés s'effondrent moins de 10% du temps, les 90% du temps où il est perma-bear, il se fait défoncer. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que quand on est sur les marchés financiers, à un moment donné, on peut avoir des scénarios qui se déroulent dans sa tête, on peut avoir un avis, on peut avoir une analyse macroéconomique. À un moment donné, il faut coller à la réalité des marchés. Et si les marchés ont décidé d'être irrationnels pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il faut respecter cette irrationalité, c'est le propre du comportement des marchés financiers. Donc si vous pensez actuellement que les marchés sont survalorisés, vous pouvez avoir raison, mais le problème c'est que si vous shortez ces marchés-là, ils peuvent avoir tort beaucoup plus longtemps que vous n'avez raison. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester survalorisés pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et donc continuer à monter très très fort pendant que vous allez essayer de tenir des positions à la baisse et tout simplement vous faire réduire, rectifier, sanctionner et perdre tous vos capitaux. Donc ça, c'est une leçon absolument majeure qui se passe cette semaine, c'est que plutôt que d'essayer d'avoir raison et de montrer à tout le monde que vous êtes le plus fort sur vos prédictions, n'essayez pas d'avoir raison plus d'une fois sur deux, juste essayez de respecter les cycles des marchés et de surfer ces vagues. Et si la vague elle est haussière, peu importe le narratif derrière, il y aura toujours un narratif, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour l'IA et qui vont vous dire à quel point ça va révolutionner et changer le monde, et d'autres qui sont en train de vous dire que les valorisations des sociétés d'IA n'ont aucun sens et que ça ne peut pas durer. Il y a une vérité qui se crée au milieu de tout ça, et quand on spécule, quand on investit, la seule réalité, c'est celle des marchés financiers. Donc j'espère que cette petite leçon que Michael Burry nous démontre, vous n'aurez pas à la vivre par vous-même sur les marchés financiers. Vaut mieux s'inspirer de l'histoire des autres plutôt que de créer sa propre histoire, surtout quand c'est des histoires qui se terminent très mal. Donc j'en parle régulièrement, quasiment toutes les 2 semaines, mais la manière dont je souhaite créer mon hedge fund me permet de, en principe, ne jamais m'exposer à ce type de situation. L'idée, c'est pas d'avoir des positions 100% short ou 100% long, c'est d'avoir un portefeuille qui permette, quoi qu'il arrive sur le marché, qu'on ait une bulle incroyable, la plus grosse bulle que l'être humain n'ait jamais connue, ou qu'on ait le plus gros crash, donc un espèce de Covid, mais qui dure pendant 5 ans, comme ça, dans toutes les conditions de marché. L'idée, c'est d'avoir un player dans mon équipe qui permette, quand il a la balle entre ses mains, de faire un carnage.
Je ne veux pas savoir à l'avance qui va avoir la balle, je veux juste avoir ses players dans mon équipe et que quand lui il a la balle, ils permettent de rattraper tout ce que les autres ne sont pas capables de faire. Donc si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous raconter, je vous redirige sur le lien en dessous vers cette conférence qui dure 2 heures et dans laquelle j'explique toute cette philosophie. Ça vous permet, même par vous-même tout seul, de mettre en place un portefeuille qui soit suffisamment résilient pour passer les crises économiques et qui soit 100% passif. Et si vous voulez aller de l'avant, eh bien tout simplement, je partage actuellement pendant, je pense encore 3 ou 4 années, mon aventure pour créer mon hedge fund. Et donc, je partage toutes mes prises de position en direct. Donc, chaque mois, quand je prends mes prises de position, je vous les partage. C'est la partie de mon hedge fund qui est très facile à reproduire. Tout ce qui est beaucoup plus compliqué et sur des produits structurés, ça, je ne le partage pas, je le garde en interne pour moi. Mais la partie facile, qui est un peu le 80-20 du portefeuille, 80% des bénéfices viennent de ces 20% d'efforts, eh bien ça, c'est partagé en direct et en live. Et c'est là aussi sur une page, je vous mets le lien en direct. Il y a le track record en live avec mon compte de bourse et les performances backtestées, donc historiquement. Donc, je le répète parce qu'il faut le répéter à chaque fois, les performances passées ne préjugent pas et ne présagent pas des résultats futurs. L'investissement en bourse comporte des risques de perte en capital. Mais voilà, si vous devez, enfin moi mon point de vue, c'est que si je dois investir sur la base de singes qui lancent des fléchettes ou sur la base d'un portefeuille all-weather avec des modèles de trading qui sont backtestés selon moi de manière extrêmement robuste, je les ai fait encadrer par un hedge fund manager qui a ses résultats, lui, depuis plus de 20 ans. Ça m'apporte beaucoup plus de confort et de confiance que de donner des fléchettes à des singes qui vont dire j'achète l'action A, B et C. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que certains réussissent très très bien dans ce domaine-là, dans l'ombre des médias. Il y a des Warren Buffett qui passent leur temps à parler dans les médias et il y en a d'autres qui restent dans l'ombre et qui ont des performances qui sont juste hallucinantes en termes de perf par rapport à la volatilité, au max drawdown du portefeuille. Et ça, personne n'en parle jamais, ces gens ne passent pas sur CNBC. Analyse de leur côté contre de l'euro, je vous remets un petit graphe en mensuel pour que vous ayez cette belle image à long terme de ce qu'il est en train de se passer sur l'or. On a un mouvement en forme de parabole, donc qui accélère de plus en plus fort. Il faut savoir une chose, c'est que ce type de mouvement peut aller très haut, très vite, très très fort, mais n'est pas durable sur le long terme. Donc, de mon point de vue, l'idée, c'est pas de s'attendre à voir l'or continuer sur cette cadence pendant 10 ans. Cependant, pendant les prochains trimestres, prochains mois, prochaines semaines, on peut voir l'or continuer à accélérer très 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 fort. Et dans ce type de contexte-là, pour ça que l'idée, c'est pas d'essayer d'aller chercher le top de marché, mais plutôt de faire du suivi de tendance parce qu'on ne sait jamais à l'avance jusqu'où ça peut monter. Donc, je vais vous passer ça en hebdomadaire et vous allez voir que, hop là, donc cette semaine, on a eu une petite semaine de rebond. La semaine précédente, on avait créé le creux en 2 semaines. Cette semaine, on est en train de faire la phase de rebond. Donc là, on est toujours dans cette logique de une petite tasse avec une petite anse qui serait en formation. Donc voilà, peut-être que le pivot est ici. On ne le sait pas encore. Mais dans l'idée, pour que ça, si ce que je vous ai dessiné se réalise véritablement, on est encore une fois dans une figure explosive. Une petite tasse séance, donc si la volatilité se resserre au cours des prochaines semaines contre le pivot et qu'on braque, on pourrait assister à un hyper climax run, donc passer d'une phase de climax run à hyper climax run, à savoir l'accélération sera tellement forte qu'on risque de même plus voir ces patterns de consolidation sur une unité de temps en hebdomadaire, mais qu'il va falloir zoomer en dessous, aller sur du daily pour voir les patterns, les petites consolidations se faire, parce que tout simplement on va accélérer, donc forcément les consolidations ne se verront plus en hebdomadaire. Donc de mon point de vue, on est toujours dans cette petite marche d'escalier qui pourrait durer encore d'ici la fin de l'année 2025, et si on break vers le nord, on pourrait entrer dans un nouveau... Voilà, dans une nouvelle vitesse d'accélération sur l'or face à l'euro. Donc l'analyse de l'or face au dollar est exactement la même. Donc je vais aller très très vite. Phase de rebond. Cette semaine, vous voyez, on a bien rebondi. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'aller trouver le pivot, le support, et qu'on continue à consolider autour du pivot. Et de là, si on break vers le nord, on pourra assister à une nouvelle phase d'accélération assez massive.
Et j'en profite, puisqu'on me le demande assez régulièrement, pour faire un petit point sur le silver, l'argent métal. Donc, basé sur cet ETF qui reproduit assez fidèlement l'argent métal, on est autour des plus hauts historiques, hein, vous voyez. Hein. Là, c'est normal qu'on ait besoin de consolider. Et donc, cette semaine, on a bien rebondi. Donc, on est en train de créer un premier creux. Et donc là, l'idée, ce serait de voir, hein, après cette magnifique hausse, voir une belle consolidation. Et si on casse les ATH, les plus hauts historiques, on pourrait, boum, assister à une envolée assez massive de l'argent métal. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de pause. On est en train de tester, hein, cette petite trendline. Donc on est toujours sur cette belle lancée. Faible volatilité, une micro-correction pour le moment, hein, mais on en a déjà connu une là. Allez, on peut dire même une deuxième là, une troisième, une quatrième ici. On est dans ce petit canal de hausse en hebdomadaire qui tient très bien pour le moment, hein, la tendance. Donc de mon point de vue, pour le moment, on reste très bien orienté sur ce bull market qui pourrait durer encore plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, tant que cette trendline, hein, ce support oblique, eh bien, tient bon. Sur le Nasdaq maintenant, on a exactement le même genre de comportement. Cette semaine, on a un petit peu baissé, mais très peu. Vous voyez que là, actuellement, on est en train de tester des niveaux de support. On s'appuie sur la zone de la trendline. Donc, on respecte, hein, cette logique de... On est dans une belle pente, dans une belle montée ascendante avec peu de volatilité, des comportements qui sont typiques des bull market et ça peut durer encore très longtemps. Hein. Je vous reporte chaque semaine, hein, à la vidéo, à la phase après lockdown. Mais on a eu un V-bottom avec cette longue phase haussière qui a été eh bien marquée par très peu de volatilité. On est exactement, hein, dans le même type de comportement, un V-bottom avec une phase avec peu de volatilité. Sur le marché européen maintenant, donc on va commencer par le DAX, donc l'indice allemand. On a à nouveau ici une semaine de pause. Donc vous voyez que là, la partie de ping-pong se resserre de plus en plus. On a été testé cette semaine le haut du triangle. On est revenu ici, donc allez, peut-être que d'ici la fin de l'année, hein, on aura finalisé cette figure. Et si de là, on casse vers le nord, on pourrait assister en début d'année 2026 à une envolée assez massive, hein, eh bien de l'indice allemand du DAX. Sur le CAC 40 maintenant, on a cette semaine un rebond. Donc je vous expliquais la semaine précédente qu'on était potentiellement en train de tester, hein, la zone de support. Donc à l'époque, hein, c'était une résistance. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et boum, on a cassé. Donc signal très fort. Hein. On a cassé avec une volatilité qui était extrêmement contractée. Donc ça peut libérer un mouvement directionnel assez important. On a validé la cassure. On est revenu tester la semaine précédente le support. Et là, cette semaine, boum, on repart. Donc ça veut dire qu'on est toujours, hein, dans ce scénario que je vous ai dessiné en bleu, à savoir un potentiel de hausse de l'ordre de plus 20% sur quelques mois pour l'indice CAC 40. Donc vous comprenez, hein, que ce scénario qui va beaucoup plus dans le sens d'une accélération des bourses européennes et d'un mouvement long et régulier à la hausse des bourses américaines, c'est probablement associé à ce qui risque de se passer sur l'euro-dollar. Donc l'euro, s'il s'affaiblit, donc là on est en train de construire une figure de retournement. Donc on a une épaule, tête. Là, on serait dans une phase de rebond pour faire la deuxième épaule. Et si on casse vers le sud, là, on pourra avoir un euro qui dévisse de l'ordre de 10% sur le début de l'année 2026. Et ça coïncide vraiment parfaitement avec le cycle de hausse des indices européens. Donc le fait que l'euro baisse, ça va refavoriser les exportations pour les ventes, hein, des entreprises sur le territoire européen. Et donc ça va les favoriser tout simplement. Donc voilà, de mon point de vue, hein, cette vague d'impulsion qui pourrait se produire sur les bourses européennes est liée à un affaiblissement de l'euro face au dollar et face aux devises à travers le monde pour le début et le milieu de l'année 2026. Donc affaire à suivre. Mais bon, je vous rappelle que l'euro face au dollar depuis plus de 10 ans est dans un grand canal baissier
qu'on a bien rebondi pendant l'année 2025. On est sur ici un extrême, donc il y a beaucoup plus de probabilité pour qu'on reprenne la tendance à très long terme, qui est une tendance lourde et baissière sur l'euro face au dollar, plutôt qu'on se mette à avoir un euro monté comme du Bitcoin à 15% par an et plus. Donc là, la logique voudrait beaucoup plus, hein, la lecture des cycles, etc. Tout va dans le sens, en tout cas c'est mon interprétation des choses, pour que cette figure de retournement en épaule, tête-épaule se complète d'ici la fin de l'année 2026 et que peut-être au début de l'année 2026, on commence à voir l'euro casser son support et accélérer vers le sud. Allez, on a un avant-goût de ce scénario. On a un petit graphe ici qui nous met en avant l'euro face au franc suisse. Et eh bien, regardez ce qu'il est en train de se passer cette semaine-là. On est en train d'assister au potentiel breakout vers le sud. Hein. Donc, j'ai du mal hein, avec ces droites là, pro real time là. Oh. Allez, donc on a eu ici une zone de support qui a été tapée à de nombreuses reprises pendant de nombreux mois. Le flux est vendeur sur le long terme. Hein. L'euro s'effondre littéralement face au franc suisse. Et là, cette semaine, on est en train de potentiellement commencer à entrer dans une nouvelle phase baissière de l'euro face au franc suisse. Vous voyez que là, on a cassé vers le sud. Il va falloir qu'on évolue pendant 2-3 semaines en dessous de ces niveaux-là pour valider cette cassure. Mais la dynamique, vous voyez, la dynamique de fond et à court terme va dans le sens d'un affaiblissement de l'euro face au franc suisse. Et là, ce serait quelque chose qui pourrait s'enclencher très très rapidement, bien avant le début de l'année 2026. Donc là aussi, l'analyse des cycles et des connexions intermarchés hein, va dans le sens d'un euro qui pourrait s'affaiblir au cours de l'année 2026. Avant de nous quitter, dernier petit rappel pour ceux qui ne sont pas inscrits sur ma newsletter. Cliquez sur le lien en dessous, il va falloir que vous confirmiez cette inscription. Mais en principe, la prochaine conférence autour de toute mon aventure de création de hedge fund sera distribuée en privé via ma newsletter. Donc si vous voulez être parmi les premiers à avoir accès à cette conférence, eh bien, je vous invite à rejoindre ma newsletter.